Nous sommes ici, à proximité du PC Drian. Lors de la déclaration de guerre, Émile Drian, bien que dégagé des obligations militaires en raison de son âge, 59 ans, et de son mandat de parlementaire, il réussit à reprendre du service. En août 1914, il est nommé commandant des 56e et 59e bataillons des chasseurs à pied, qui gagnent rapidement la Meuse. Grâce à ses observations du terrain et aux interrogatoires de prisonniers, Drian est convaincu que les Allemands vont lancer une grande offensive sur Verdun. Je pense que le coup de bélier sera donné sur la ligne Verdun-Nancy. Quel effet moral produirait la prise d'une des deux villes ou des deux à la fois? Ce n'est pas bien entendu le commandant d'un petit secteur des Hauts-de-Meuse qui vous écrit. C'est votre collègue qui, depuis 6 mois sur ce front, et le connaissant bien, croit de son devoir de pousser un cri d'alarme. Ces craintes, renouvelées plusieurs fois, restent sans effet. En novembre, les 56e et 59e bataillons de chasseurs s'installent dans le bois des Corps. Nous nous rendons maintenant au poste de commandement. Le bois des Corps est relativement calme, bien que dominant au nord la ligne de front. Les villages de Flaba et de Ville devant Chaumont sont aux mains des Allemands. Le carrefour des deux routes y conduisant est donc très important. Le dispositif comprend 3 positions échelonnées en profondeur. La première ligne, à la lisière du bois. La deuxième ligne, dite de soutien. La troisième ligne, dite de résistance au nord du PC. Le PC, seul ouvrage bétonné du secteur. C'est une galerie semi-enterrée, éclairée par des embrasures sur les 2 faces. 4 escaliers y donnent accès. Le cantonnement est installé au sud, à Vacheroville. Le 1er décembre 1915, Drian fait part de son inquiétude à la commission de l'armée de la Chambre des députés et rencontre Poincaré, président de la République, ainsi que Gallieni, ministre de la Guerre. Ce ministre alerte Joffre, commandant en chef. Celui-ci est furieux d'avoir été court-circuité et ne partage pas ses craintes. Le grand quartier général s'obstine à ne pas croire à une attaque de ce côté et affirme que les Allemands travaillent seulement à se fortifier. Le 23 janvier 1916, une inspection du général de Castelnau, adjoint de Joffre, confirme que la place de Verdun est insuffisamment organisée. Il ordonne immédiatement des travaux. Le 9 février, une partie du grand quartier général admet enfin qu'une attaque dans ce secteur est en cours de préparation. Il est décidé d'envoyer 2 divisions en renfort à Bar-le-Duc. Des déserteurs alsaciens et polonais, ainsi que des prisonniers russes évadés, confirment que tout est en place pour une attaque le 12 février. Mais heureusement, en raison des mauvaises conditions météo, neige, brouillard et pluie, elle est reportée. Drian profite de ce retard pour renforcer les positions dans le bois.
Le 59e bataillon a 3 compagnies au nord et une en réserve, ici. Le 56e bataillon est placé au sud, prêt à intervenir. Le 20 février, Drian écrit ses dernières lettres à son épouse. Je ne t'écris que quelques lignes hâtives, car je monte là-haut encourager tout le monde. Et pour voir les derniers préparatifs. L'heure est proche, et au fond, j'éprouve une satisfaction à voir que je ne me suis pas trompé en annonçant il y a un mois ce qui arrive. À la grâce de Dieu. Vois-tu, je ferai de mon mieux et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. Leur assaut peut avoir lieu cette nuit comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain. Notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car ils y emploieront flammes et gaz. Comme on se sent peu de choses à ces heures-là. Lettre de Drian à un ami. Ce soir, je passe en revue tous ceux et toutes celles à qui je veux envoyer ma pensée avant l'assaut. Je parle de l'assaut ennemi que nous attendons de jour en jour, et qui est certain maintenant. Le comte Prince, qui a annoncé à son armée la prise de Verdun pour terminer la guerre, va savoir ce qu'il en coûte pour ne pas la prendre. Beaucoup de chasseurs ne seront plus là d'ici 8 ou 15 jours, et c'est ce qui m'attriste. Les avoir épargnés depuis 18 mois, comme j'ai eu la chance de le faire, et les voir fondre dans la fournaise où ils vont tomber. Enfin, c'est la guerre. Un déserteur a confirmé que l'attaque est imminente. En ce 21 février, l'aube va se lever. Drian arrive soucieux à son PC. Et puis, peu après 7 heures, il y a exactement 100 ans, le pilonnage. Trommelfeuer en allemand. Sabbat. Ce déluge inouï ressenti jusque dans les Vosges à 150 km. Le comte Prince écrira dans ses mémoires: à voir ce bombardement effrayant, nul n'aurait pu penser que les tranchées françaises fussent encore tenues par un seul homme vivant. Sur un front d'une douzaine de kilomètres, de Brabant-sur-Meuse à Orne, 1400 canons et mortiers vomissent sans discontinuer environ 1 million d'obus en 9 heures. Les aviateurs français, de retour de leur reconnaissance, expliquent avoir vu au ras du sol une seule flamme continue, tant les batteries allemandes côte à côte tirent en permanence. Près de 400 canons sont concentrés sur le bois des Corps, à l'ouest sur le bois d'Aumont et à l'est sur les bois Lecomte de Ville et l'Herbebois.
Les fantassins allemands se mettent en marche avec la conviction qu'ils vont progresser sans difficulté, les lignes françaises devant être pulvérisées. Or, ils sont accueillis par des tirs au fusil et par des grenades. Des poilus, sortis d'entre se battent farouchement. C'est l'enfer. Les lignes téléphoniques sont coupées. L'extrémité gauche du PC a été en partie effondrée par un obus de 210. Le caporal Stéphane y entre. Sur les lits de camp, il y a des blessés, autour desquels s'agitent des infirmiers et un major au tablier rougi. Dans la chambre du commandant, je marche dans des flaques de sang. Sur la couchette, j'y ai un poilu, les yeux sortis des orbites. Ils pendent sur les pommettes, au bout de leurs nerfs, et le malheureux geint misérablement. Maman, maman. À l'ouest, le bois d'Aumont est pris malgré la résistance des 165e et 362e régiments d'infanterie. À l'est, dans les bois Lecomte, Deville et d'Herbebois, tenus par les 164e, 233e et 343e régiments d'infanterie, seules des parties de la première ligne tombent. Au centre, dans le bois des Corps, l'assaut est stoppé. Et, en fin de journée, une farouche contre-attaque permet d'y regagner une partie du terrain perdu. La nuit est venue. Il neige de nouveau. Les 56e bataillon de chasseurs est monté en renfort. Les hommes reprennent tant bien que mal leurs esprits. Drian, en inspectant la première ligne, retrouve le lieutenant Robin et lui demande de résister à tout prix. Ici, devant le PC, ce qui reste de la ligne dite de résistance est renforcé. 7 heures du matin, le trommelfeuilleur reprend. Le bruit est infernal. Des chasseurs se blottissent dans les abris, les cratères. Il n'y a plus de forêt, elle est entièrement déchiquetée. De nouveau, près de 1 million d'obus tombent. À midi, le tir est allongé vers le sud et 7000 Allemands avec des lance-flammes repartent à l'assaut. Ils ont la supériorité numérique en attaquant à 3 contre 1, mais les poilus, bien que manquant de munitions, se battent à la baïonnette à coups de crosse, de pelle. Les 3 compagnies de première ligne sont anéanties. Le capitaine Seguin a le bras arraché. Pour arrêter l'hémorragie, un de ses compagnons lui fait une ligature avec le cordon de son brodequin. Ici, au PC, Drian se bat avec une centaine de chasseurs. Les Allemands sont à moins de 100 mètres à l'ouest, au nord et à l'est. La tenaille va se refermer et l'encerclement sera total. Drian fait brûler dans le PC les documents et donne l'ordre de repli en direction du sud. Nous allons maintenant suivre le parcours des derniers survivants des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Les arbres sont fauchés comme fétus de paille. Toute la journée, nous coupons les chines. Nous devons abandonner notre abri et nous terrer dans un large entonnoir. C'est un champ formidable. C'est un bois A indescriptible. Des plaintes sortent d'un amas informe de tables, de planches brisées et broyées sous la poussée d'un gros bloc de béton et de plaques de ciment. On retire avec peine le jeune et dévoué sous-lieutenant Petit-Colo. Il paraît avoir les reins brisés. Il ne tardera pas à mourir. Une des nombreuses mitrailleuses que les Allemands ont installées en lisière du bois dirige son tir sur nous. Je suis maintenant tout seul. Les quelques chasseurs survivants se sont égayés comme ils ont pu. Je ne voudrais pas être pris. Je saute de trou en trou. J'entends le tac-tac d'une mitrailleuse qui me suit dans ma course. Les balles ricochent à mes Les arbres sont fauchés comme fétus de paille. Toute la journée, nous coupons les chines. Nous devons abandonner notre abri et nous terrer dans un large entonnoir. Laisser continue à combattre furieusement avant de tomber sous nos coups. C'est un incroyable chaos de débris humains. On entend
Ces gémissements qui sortent de la terre, ce sont les malheureux en terre, vivants, begann ein Artilleriefeuer, wie wir es noch nie erlebt haben. Es übertraf unser Vorstellungsvermögen. Dann erhielten wir den Befehl zum Vorrücken. Wir kamen nur langsam vorwärts. Le 21 février commence un feu d'artillerie comme nous n'en avons encore jamais connu. Ce que peut concevoir notre imagination se peut dépasser. Les laissés continuent à combattre furieusement avant de tomber sous nos coups. Plus nobles et des plus précieux que moi sont tombés. Tu le sais, je mourrai d'une mauvaise grâce. Mais cela ne dépend pas de moi. Le 22 février 1916, un peu plus d'une centaine d'hommes des 56e et 59e bataillons se replièrent après avoir subi 2 bombardements et 2 assauts d'une violence inouïe. La retraite se fit en 3 groupes. Drian partit en fermant la marche du second. Le commandant Renoir partit avec le 3e groupe. À 100 mètres d'ici, Drian fut tué, puis Renoir. Nous courons comme des fous pour arriver au plus vite à Beaumont. Nous devons soulever des réseaux de fils de fer pour passer en dessous, ce qui retarde notre marche. La fièvre nous gagne, l'écume aux lèvres, on enjambe les morts. Tout à coup, un énorme obus tombe en plein sur la première section de la compagnie. 25 hommes voltigent dans les airs. Des quartiers de cadavres s'abattent de tous côtés. Nous sommes couverts de sang. Le bombardement redouble. C'est un charivari infernal. Avec ça, il gèle à pierre fendre. J'ai les pieds comme de la glace. En 1913, Beaumont en Verdunois compte 185 habitants. Parmi ceux-ci, 10 agriculteurs, 2 coquetiers, un maréchal ferrant, 3 cafetiers et un tourneur sur bois. Le 21 février 1916, le déluge d'acier et de feu atteint l'église et les maisons. Le lendemain, en fin d'après-midi, arrivent les survivants des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Ils croisent des renforts qui viennent prendre position ici. Le 24 février après-midi, les Allemands s'emparent enfin de Beaumont. Les soldats du 208e régiment d'infanterie se replient vers le sud où ils retrouvent des chasseurs. Des 1200 hommes des 56e et 59e bataillons, il ne reste plus qu'une centaine de survivants, auxquels il faut ajouter quelques autres capturés par les Allemands dans le bois des corps. Le mot « héroïsme » a souvent été utilisé et galvaudé. Mais dans ce cas, il est pleinement justifié. Le sacrifice de ces hommes a ralenti considérablement l'avancée allemande et a donc sauvé Verdun. En 1917, les Français tentent de reprendre Beaumont en vain. Il n'est libéré que début novembre 1918 par les Américains. Ce n'est plus qu'un champ de ruines.
Il est alors décidé qu'il ne sera pas reconstruit. Toute la commune est classée en zone rouge. Beaumont est déclaré mort pour la France, avec 8 autres villages du secteur de Verdun.